Donc je voulais présenter deux jeux pour montrer un petit peu les scénarios possibles. Donc là on a un premier jeu, je pense qu'il y a certains qui doivent le connaître, qui s'appelle Passage. Donc j'ai pas fait attention au temps. Donc je sais pas si je peux présenter un peu le Passage. Oui, je vais. Non, moi de toute façon j'ai pas le. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Bon. Oui, voilà, donc c'est un jeu qu'on appelle un art game. Donc un jeu à but ou à dimension artistique. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on est le petit blond là au départ. Donc on est ce personnage-là, on passe, c'est-à-dire qu'on va traverser cette bande-là, on avance, on recule, si on avance, le score s'incrémente. Si on reste sur place ou si on recule, le score ne bouge pas. Et au fur et à mesure, en fait, le jeu dure 5 minutes, quoi qu'il arrive. On peut se balader et essayer de traverser ce labyrinthe. On peut également rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas obligé. On peut faire tout son passage sans rencontrer la personne qui est présente aux côtés du joueur, là. Et donc, au fur et à mesure que les 5 minutes passent, on va vieillir, donc on va avancer sur cette bande. Et à la fin on va mourir. Donc c'est vraiment à la limite du jouable, puisque au bout de 5 minutes, quoi qu'on fasse, on est mort. Donc quel que soit notre avancement, et puis on meurt seul, c'est-à-dire que même si on est accompagné, non, mais même si on est accompagné par le deuxième personnage, là, il meurt toujours avant. Donc on finit toujours par mourir seul. Donc c'est vraiment bon. Mais c'est utilisé. Là, j'ai pu échanger avec un collègue en philosophie sur ce jeu-là. Après, le deuxième, c'est un jeu qui est un peu plus provocateur et qui est difficile à utiliser en classe. C'est vrai que il faut bien maîtriser sa classe et son sujet. C'est un jeu qui s'appelle September 12 de Gonzalo Frasca, qui est aussi un art game, c'est-à-dire qui se définit pas comme un jeu, mais comme un message ou un happening, une intention. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu où il vaut mieux pas jouer si on veut gagner. Donc là, on a une cible, on est dans une sorte de médina avec alors c'est très caricatural, on a les civils qui sont en burqa, en djellaba, et on a les terroristes qui sont avec un kéfier et une kalachnikov. Ils se baladent dans la médina. On peut essayer de les tuer. Le problème, c'est que on vise. La plupart du temps, on va détruire des maisons, on va tuer des civils, et donc on va amplifier le nombre de terroristes dans la médina. Donc si on veut gagner, c'est-à-dire que si on se met à la place de n'importe quel joueur lambda qui se dit bon, mais mon but c'est d'éliminer les terroristes, ou au moins d'en limiter le nombre, si on veut gagner, il vaut mieux pas tirer, sinon le nombre de terroristes va augmenter. Donc là, vous voyez derrière le message, et donc on peut introduire ou faire une analyse de ce message-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'auteur, l'artiste en l'occurrence, a voulu montrer, quel est le contexte de production. Donc là, September 12, là, c'est quand même assez transparent le contexte de production. Donc ça permet d'avancer avec des élèves, tout en leur proposant un médium assez intéressant, très riche, avec une interactivité. Donc ils peuvent réfléchir et agir en construisant leur analyse. Alors, deuxième étude de cas, là, c'est des jeux qui sont plus classiques dans la mesure où le contexte pédagogique à mettre autour est moins important et moins difficile à mettre en place, puisque c'est des jeux qui sont sur la discrimination. Donc ça, c'est envers et contre tout, où l'avatar est un réfugié. Et le deuxième jeu, c'est Food Force, où là on joue en fait un volontaire d'une ONG, et on va essayer de traiter une famine sur une île, en prenant en compte toutes les dimensions du travail de l'ONG, la préparation de rations en spéculant sur le prix des matières premières, l'acheminement des rations, etc., etc.
Alors, deux derniers faisceaux de pratiques, c'est les pratiques de création. Alors c'est encore plus marginal en France, hein, puisqu'en France on a une tradition qui est plutôt une tradition, on va dire analytique par rapport aux médias. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ont vraiment des compétences très fortes en analyse du média, mais qui sont peut-être peu motivés ou pas intéressés par la production de médias. Bon, c'est des généralités, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais par rapport à d'autres pays comme les pays nordiques, où ça paraît un peu plus inversé, en Suède ou au Danemark, c'est-à-dire qu'on va d'abord créer le média, puis après on se pose la question un peu de son analyse. Donc il y a différents types de création. Donc il y a l'utilisation de, par exemple, si on prend les Sims, et ben on est sur un modèle de user generated content, c'est-à-dire que dans le gameplay on a la création qui est partie prenante du gameplay. Ensuite, on a des jeux qui ont des toolsets qui permettent, en fait, c'est des outils de level design qui permettent à des joueurs de faire leur propre niveau. Donc, ce qu'on appelle les mods, le modding, et donc les personnes qui font ça sont les modeurs. Et ensuite, il y a plein d'outils de programmation visuelle qui sont de plus en plus, comme je le disais en introduction, populaires. Alors, pourquoi ils sont plus populaires? Alors là, c'est le passage de Papert à Obama. C'est des pratiques donc qui datent de la tortue logo, hein, pour certains qui ont subi la tortue logo, et qui aujourd'hui sont remis sur le devant de la scène avec les programmes qu'on appelle les programmes STEM aux États-Unis, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc le but, c'est de développer ces matières-là, de les rendre plus attrayantes, et donc du coup on a des concours qui s'organisent à l'échelle fédérale, hein, au niveau de tous les États-Unis, de création de jeux vidéo en contexte scolaire. Donc l'Académie de Créteil, alors là je vais faire un peu ma Ségolène Royal, hein, mais l'Académie de Créteil, depuis 3 ans, avait déjà un concours de création de jeux vidéo. Donc bon, Barack Obama nous a peut-être copié. Donc première étude de cas sur la création de jeux vidéo, c'est Kodoo, donc un logiciel développé par Microsoft qui permet en fait c'est une tortue logo en univers virtuel. C'est à la limite de la robotique, hein, c'est-à-dire qu'on va programmer un petit avatar, la programmation est très très ouvert. On peut faire un jeu de foot, on peut faire un Pong, on peut faire un jeu de rôle. Bon, c'est vraiment très ouvert et c'est très simple. C'est-à-dire que toute la programmation peut se faire avec un pad. Voilà. Et ensuite le deuxième étude de cas, c'est Donjons et Radons. Alors c'est un peu gênant parce que j'ai toujours pas de visuel autre que le visuel de démonstration qui date de plus d'1 an, puisque là on est en train de faire la maquette du jeu. On a fait une première maquette, on est en train de l'améliorer. Normalement la première version jouable du jeu devrait être livrée en juin, pour des tests en école en septembre. Alors Donjons et Radons, c'est un jeu sérieux, donc un jeu à but pédagogique, en univers médiéval. Donc pas fantastique, hein, puisqu'on a les règles de la physique naturelle s'appliquent dans le monde virtuel, donc de Donjons et Radons. Et pour l'instant, on a un donjon, donc puisque le jeu est modulaire avec différents donjons. Et pour l'instant, on travaille sur un donjon dédié au changement d'état de l'eau. Donc c'est l'apprentissage des sciences physiques. Et c'est vraiment la question des changements d'état de l'eau. Alors j'avais travaillé sur un premier jeu l'année dernière qui s'appelait History Games, où c'est un petit jeu là qui est en cours de développement, pour l'instant il est en stand-by, où il y avait un outil auteur qui permettait à l'enseignant de créer une petite partie du jeu en changeant notamment certaines parties textuelles du jeu. Là dans Donjons et Radons c'est un peu plus ambitieux, puisque là on aura un vrai outil auteur avec une bibliothèque d'objets, la création de salles qui permettra à l'enseignant en fait, selon les objets qui seraient mis dans les salles, de créer un exercice pour telle ou telle notion du programme.
Et ensuite, toujours très ambitieux, on a dans ce projet Donjons et Radons la volonté de mettre en place un outil d'évaluation, d'analyse des traces du joueur, qui permet donc de faire du diagnostic, mais là du diagnostic pédagogique, pas du diagnostic psychologique. Voilà, est-ce que j'ai le temps encore ou pas? J'ai pas regardé l'heure, je sais pas quand est-ce que je suis parti. 5 minutes. Bon, alors je termine sur deux slides. Donc le premier sur la recherche, c'est donc comme je le disais, c'est un domaine de pratique qui a déjà une dizaine d'années. Donc il y a des recherches sur ce domaine-là. Donc on a par exemple une agence en Écosse, Learning and Teaching Scotland, qui a fait des tests sur l'apport, notamment en calcul mental, de jeux comme le Dr Kawashima. Alors il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, mais c'est un jeu dont la base pour une partie importante des activités proposées est le calcul mental. Et effectivement, quand vous demandez quand vous faites pratiquer ce jeu-là avec les élèves, ils augmentent. On observe une augmentation de leur résultat en calcul mental. C'est pas extraordinaire par rapport à d'exercices classiques de calcul mental. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'élève va continuer à jouer chez lui. Donc là, quand même, on a une motivation face à un modèle pédagogique transmissif, répétitif, qui est difficile à entretenir, et là, le jeu le permet. Une autre enquête, donc ça c'est l'enquête Gaming School d'European Schoolnet, il y a tout un passage sur que dit la recherche, et là on voit apparaître beaucoup d'éléments importants, notamment le fait que un jeu par rapport à un jeu ludo-éducatif, un jeu vidéo classique avec une dimension de plaisir et de divertissement importante, sur des questions de benchmark, aurait un apport pédagogique plus important. C'est-à-dire que toute la partie qui existait dans les ressources ludopédagogiques où c'était en fait jeu plus exercice, c'est-à-dire qu'il y avait une partie jeu, une partie exercice, ben ça serait beaucoup moins efficace que les jeux vidéo dans lesquels l'exercice est compris dans le moteur de jeu, dans le gameplay. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la dichotomie, l'apprentissage est mauvais, en tout cas beaucoup plus mauvais qu'un apprentissage classique. Ensuite, ce qui apparaît aussi dans l'enquête de l'agence Future Lab, qui était une enquête vraiment de recherche-action, c'est que le principal problème, c'est la formation, et notamment la formation des enseignants, l'utilisation de cet outil-là. Ensuite, il y a l'Agence nationale des usages des TIS en France qui a fait un article et qui a montré que il y avait des apports, notamment dans l'apprentissage des langues, très importants du jeu vidéo, qu'il y avait aussi un apport dans la rétention, la mémorisation due à la mobilisation des émotions dans le jeu vidéo. Et donc là, il cite donc si vous cherchez dans un moteur de recherche Agence nationale des usages des TIS, vous verrez, il y a un article sur les jeux vidéo et leur potentiel. Ensuite, il y a plein d'auteurs, donc Prensky, James Paul G, Williamson, Schaeffer, Pivek, Henry Jenkins, qui ont travaillé sur ces questions-là. Alors je termine juste 10 secondes sur les projets de l'académie. Donc on a 3 échelles d'action actuellement, puisqu'on travaille à la fois à l'échelle régionale, donc à travers le site jeuxsérieux.ac-créteil.fr, où là on fait de la collecte et de la veille sur les ressources et les pratiques. Donc là j'ai mis du simulateur logistique à la Wii, c'est-à-dire que c'est vraiment très divers. On aura effectivement des simulateurs de chaînes logistiques pour des bacs pro, et on peut travailler avec la Wii, avec des écoles maternelles. Donc c'est vraiment très très divers les pratiques qui sont présentées. Ensuite, à l'échelle nationale, on a la volonté de constituer un réseau. Donc c'est pour ça que je me déplace un peu aussi en France. C'est aussi pour rencontrer des enseignants ou des éducateurs. Et ensuite, la volonté de travailler sur l'ontologie, la typologie, et de créer donc une base de données sur les jeux sérieux à but pédagogique. Donc là, s'il y a des enseignants dans la salle qui veulent participer en
en présentant des jeux ou des pratiques, c'est pas de refus. Et ensuite, à l'échelle européenne, on a un projet qui s'appelle EduGameLab, qui est un projet qui rassemble 12 partenaires et 6 pays européens. Et le but, là, c'est vraiment d'évaluer le jeu, de réfléchir à qu'est-ce qu'un bon jeu sérieux pour l'éducation, qu'est-ce qu'une bonne pratique, quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ces jeux, et ensuite de créer un prototype à partir de ces référentiels. Voilà.